Les enjeux majeurs dans l'univers de la supply chain, c'est vraiment pour moi de faire en sorte d'avoir une vision des flux complète et complètement transversale. Et pour réussir cela, il faut réussir à faire travailler les gens ensemble. Bienvenue sur Les Voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Le temps de 8 épisodes, nous disséquerons les stratégies des plus belles marques, traditionnelles, digital natives ou pure players, pour répondre aux défis du e-commerce et du retail connecté. Je suis Claire Delez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Leclerc, directrice achat et supply chain, en charge de la politique RSE chez IKKS et mentor de la problématique supply chain. Au cours de cette émission, nous aborderons le parcours de Nathalie, ses missions au sein du groupe IKKS. Elle nous partagera son expérience et ses conseils pour avoir une vision transversale des flux. Alors à vos carnets et bonne écoute. Bonjour Nathalie, je suis ravie de t'accueillir pour cette interview. Bonjour Claire, je suis aussi ravie de participer à cette interview avec toi. Merci. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser aux auditeurs que nous enregistrons ce podcast chacune de notre côté suite à la crise sanitaire. Merci de votre indulgence pour la qualité du son. Alors Nathalie, nous avons vécu la crise du Covid il y a quelques semaines. Qu'est-ce que cela va changer pour le retail et le e-commerce et plus particulièrement pour ta société ? Alors je pense que ça nous a donné une plus grande conscience des enjeux RSE. On le voit d'ailleurs avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'actualité. Je pense qu'on va essayer de davantage diversifier nos approvisionnements, à la fois pour limiter les risques que l'on a pu avoir avec cette crise, mais aussi pour revenir à un sourcing plus proche, voire peut-être plus de Made in France, en tout cas plus d'Europe. Limiter nos stocks pour éviter de surproduire et de gaspiller et de se retrouver comme on se retrouve là aujourd'hui avec des stocks importants. Et certainement aussi, je dirais, une façon de travailler différente. Avec le télétravail, je pense que ça a changé beaucoup de choses et que on s'est mis tous au télétravail dans un temps très réduit et qu'on s'est rendu compte que tout était possible. Et ça, je pense que ça va aussi faire changer l'état d'esprit dans la façon de travailler dans les entreprises. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que tu nous en dises plus sur toi, ton parcours et ce qui t'a mené jusqu'à IKKS. Alors moi, au départ, je voulais travailler dans la distribution. J'ai fait une école de commerce et puis j'ai commencé par faire de la logistique et de l'informatique assez vite en fait. Donc j'ai travaillé chez Carole chez Vivarté pendant à peu près 11 ans, dont 7 ans chez Carole, où je m'occupais de l'informatique, de la planification des achats, de la gestion des stocks. Je travaillais sur une mise en place de logistique centralisée. Puis en 2008, je suis rentrée chez Etam et là, au départ, j'y suis rentrée pour mettre en place la supply chain pour le e-commerce en fait, donc l'organisation de la logistique pour toute la partie des sites internet du groupe. Et puis petit à petit, j'ai pris d'autres responsabilités. Je suis partie chez Etam pour reprendre la direction de la supply chain, donc là où je m'occupais toujours de la gestion des stocks, la planification du pôle industriel. Voilà. Et puis retour chez Vivarté en 2014 pour travailler à la Halle, chaussures en maroquinerie, où je m'occupais du pilotage des flux. Et j'ai rejoint IKKS en 2017. Voilà. D'accord. Et alors, quelles sont les différentes missions que cela recouvre au sein d'IKKS ? Je m'occupe de la partie achat, donc toute la partie sourcing, fabrication, production. Donc en sachant qu'on fait une grosse partie de nos produits en négoce, mais une grosse partie aussi où nous concevons nous-mêmes tous nos modèles et nous achetons nos tissus et nous faisons fabriquer chez des façonniers. Je m'occupe aussi de toute la partie flux, gestion de stock en général, donc de façon transversale, souvent de façon un peu fonctionnelle, c'est-à-dire que il y a des services opérationnels qui vont gérer les stocks et moi je vais apporter un savoir-faire, des méthodologies pour essayer d'optimiser au mieux tous nos stocks. Et puis, j'ai repris la politique RSE du groupe il y a peu de temps, en fait, qui est un enjeu important à la fois pour nous, mais aussi pour beaucoup de marques. D'accord. Alors, tu es mentor supply chain pour le salon Paris Retail Week. Quelle est ta recette pour proposer une supply chain avec une vision transversale des flux ? Alors, je dirais que les enjeux majeurs dans l'univers de la supply chain, c'est vraiment pour moi de faire en sorte d'avoir une vision des flux complète et complètement transversale. Et pour réussir cela, il faut réussir à faire travailler les gens ensemble. Il faut de la transversalité et il faut aligner les gens, les personnes, les équipes sur un même objectif. Et on voit qu'aujourd'hui, dans différents services, on peut avoir des objectifs qui sont différents. Et si on n'arrive pas à aligner tous ces objectifs, eh bien, on ne peut pas avoir une supply chain efficace. Donc, je dirais que c'est un des enjeux majeurs pour moi. Et justement, en termes d'équipe, toi, tu pilotes combien de personnes ? Alors, je pilote à peu près 120 personnes en
entre les différentes les équipes au siège qui pilotent les achats, des plateformes à l'international aussi, à l'étranger, donc une plateforme qui fait du travail à façon, enfin de la production en Ukraine, une plateforme en Chine, et puis la logistique est externalisée, donc j'ai un management transversal, enfin non opérationnel sur la logistique. D'accord. Nathalie, plus précisément, sur quel type de projet travailles-tu avec tes équipes ? Alors on a plusieurs projets. En ce moment, on a un projet qui est en cours de réflexion avec une start-up de production à la demande qui s'appelle Tekin. En fait, notre objectif principal, c'est vraiment de réduire les stocks et d'essayer de produire le plus proche possible de la demande. Et donc on est en réflexion avec cette société-là qui a un processus qui se dit le problème aujourd'hui dans la production. Pourquoi on n'arrive pas à limiter les quantités? C'est parce que les MOQ sont un peu trop importantes chez nos fournisseurs et parce que tout le travail de préparation en amont qui permet d'alimenter la production est trop long. Et donc eux, ils ont créé un système qui permet de faire de la découpe en continu au laser en fait, donc qui permet de réduire après ce problème de MOQ et donc de pouvoir produire 10 pièces, 20 pièces, 30 pièces et pouvoir vraiment s'adapter complètement à la taille de la cliente par exemple. Qu'est-ce que tu entends par le terme MOQ, Nathalie? C'est les minimums de quantité que l'on peut avoir chez un fournisseur. Et donc là, en fait, on peut vraiment produire ce dont la cliente a besoin, même si on a besoin de relivrer en magasin les ventes de la semaine précédente, par exemple, en S+2. Donc c'est vraiment un moyen de réduire fortement nos stocks et de s'adapter en plus aux besoins de la cliente, parce qu'on sent que les besoins des clients sont de plus en plus précis et qu'elles ont de plus en plus d'attentes par rapport à notre business. L'autre point, c'est aussi pour réduire nos achats, pour réduire ça, pour pouvoir mettre en place ce processus, il faut retravailler nos budgets d'achat, acheter moins en début de saison. Avant, on avait tendance à acheter 100% des budgets d'achat en début de saison, tout mettre en magasin et d'attendre de voir ce qui se passait. Donc aujourd'hui, on ne peut plus travailler comme ça. Donc on a aussi des projets pour être beaucoup plus réactifs sur la façon dont on gère nos budgets d'achat et davantage cadencer aussi nos prises de décision en termes d'achat. Intéressant. Alors, tu es notamment en charge de la RSE. J'aimerais avoir ton avis sur les premiers résultats de l'étude Paris Shopper Observer réalisée par Havas pour le salon Paris Retail Week. Je te donne les chiffres. 66% des Français ont mauvaise conscience lorsqu'ils se font livrer en raison de l'impact environnemental. Qu'est-ce que cela t'inspire ? C'est vrai qu'on a eu aussi pas mal de controverses sur les réseaux sociaux pendant le confinement, sur quelques critiques sur les sociétés qui laissaient leur site ouvert et qui continuaient à livrer les clients. Alors le consommateur, il a aussi ses contradictions. Je pense que il faut qu'on trouve une façon, nous logisticiens ou retailers, de livrer de façon plus écologique nos clients et nos magasins, donc en développant les transports propres. Le transport électrique, etc. Il y a des solutions, il y a certainement des solutions à développer et à trouver nous-mêmes, mais en même temps, on sent aussi une exigence de plus en plus forte du consommateur parce qu'on lui facilite la vie, donc on le livre au plus près de son lieu de vie. Donc on voit bien tous les services qui tournent autour du stock unifié qui sont en train de se développer. Et donc la solution, c'est peut-être aller vers une réduction de la consommation. On va certainement acheter moins pour s'adapter. D'accord. Nathalie, maintenant j'aimerais savoir de quelle réalisation mise en place avec ton équipe es-tu la plus fière jusqu'à maintenant ? Alors je dirais que c'est tout le travail qu'on a mis en place sur la flexibilité. On a mis en place un projet transverse qui permet, avec la mise en place d'un outil informatique qui nous permet de limiter nos engagements d'achat et ensuite de repasser les commandes au fur et à mesure de la saison en fonction des ventes sur les catégories de produits qui fonctionnent le mieux. Avec un système de réassort. Donc, en fait, maintenant, sur certaines marques, on a 30% de notre budget d'achat qui est dédié à du réassort en cours de saison. Et donc ça, on en est fiers parce que on a réuni beaucoup de métiers de l'entreprise pour travailler sur ce projet-là et que c'est vraiment un sujet qui a été complètement transverse et très fédérateur avec les équipes de l'offre, les magasins, mais aussi nos fournisseurs puisqu'on travaille avec eux aussi pour réduire nos délais, le contrôle de gestion, la logistique et c'est vraiment un projet qui a réussi à mobiliser les équipes et avec un vrai succès puisque ça nous a permis aussi d'optimiser notre chiffre d'affaires et nos taux de résiduels grâce à toute la mobilisation des différents métiers.
Très bien. Alors maintenant, j'aimerais savoir quels outils vous avez utilisés ou mis en place. Alors aujourd'hui, on a un projet sur le stock unifié. Donc l'idée, c'est de ne jamais dire non à une cliente qui recherche un produit. Donc que la cliente soit en magasin, si le produit n'est pas disponible, on peut aller le chercher sur le stock e-shop ou dans un autre magasin. Ou quand une cliente e-shop veut passer une commande et que le produit n'est pas disponible à l'entrepôt, on peut aller le chercher dans un magasin et livrer directement à la cliente, soit chez elle, soit dans le magasin, ou soit dans un autre magasin. Donc c'est vraiment de mettre en place un stock unifié et une disponibilité du stock pour la cliente où qu'il soit. Donc pour faire ce projet, on est en train de mettre en place un OMS, on est en train de travailler avec Proximis, qui va nous permettre d'orchestrer tous les flux et d'aller chercher au meilleur endroit la pièce en fonction d'objectifs de coûts logistiques, mais aussi d'objectifs de résiduel. Donc ça, c'est un projet en cours qui devrait démarrer en octobre. Et puis, on a d'autres projets. On est en train de changer notre système d'information. Alors, on se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur le choix des outils. On a, nous, un outil ERP Orly. Et on est en train de regarder d'autres outils qui nous permettraient d'optimiser un peu mieux nos flux. On regarde Windle, par exemple, mais on en regarde d'autres. L'objectif, ça serait de connecter les fournisseurs, les transitaires, les entreprises qui gèrent le transport et d'avoir une vision complète des flux et que toutes les mises à jour de ces flux puissent être faites par les intervenants qui prennent la décision, c'est-à-dire par les transitaires ou par les fournisseurs, et que ça revienne ensuite ici plutôt que de faire toutes les saisies en interne comme on le fait aujourd'hui. Voilà. Quels sont les KPI sur lesquels tu reportes et sur lesquels tu demandes à ton équipe de te reporter? Alors, on a beaucoup de KPIs et on a beaucoup de tableaux de bord. On a tous les KPIs qui concernent les achats. Donc sur les achats, on va suivre la marge, bien sûr, c'est un élément important, la marge d'entrée. Mais on va suivre aussi tous des indicateurs de qualité, donc les délais, les lead time. Comme on essaie d'être de plus en plus réactif et de réduire nos délais, ça devient de plus en plus important. Des indicateurs de qualité. Donc les indicateurs de qualité, on va suivre les indicateurs de qualité chez nos fournisseurs, mais des indicateurs de qualité à l'arrivée dans nos entrepôts, puisqu'on contrôle toutes nos marchandises à l'entrepôt, et des indicateurs de qualité magasin avec les taux de retour. On suit nos taux d'écoulement, donc la performance de notre collection, à quelle vitesse elle s'écoule. Et on suit nos taux d'engagement. Donc le taux d'engagement, c'est les quantités d'achats que l'on a fait à un instant T par rapport à la globalité du budget, pour être sûr qu'on n'a pas acheté plus de 70% du budget d'achat au démarrage de la saison, et se laisser un volant de réassort disponible pour la saison. Voilà, on en suit encore d'autres, mais bon. C'est déjà pas mal, en effet. Et est-ce que tu es capable de calculer un ROI sur tes actions? Oui, on essaie de calculer des ROI sur la qualité, bien sûr. On suit tous les indicateurs, mais on essaie de calculer combien nous coûtent nos contrôles qualité et combien nous rapporte le fait de réduire nos taux de défectueux d'1 point ou de 2 points. On va calculer aussi sur la qualité, on a mis en place aussi des études clientes qu'on essaie de suivre ensuite tous les ans. Donc on mesure les indicateurs de qualité à un instant T et puis on mesure comment ils évoluent au fil du temps pour se mettre en place des objectifs d'amélioration de nos taux de qualité et de perception cliente aussi, parce que la qualité, c'est pas que les défauts, mais c'est aussi la perception de la valeur perçue du produit pour un prix donné. On calcule des ROI sur nos délais aussi, si on réduit le délai d'approvisionnement, de combien je peux optimiser mes ventes sur une période donnée et combien je peux réduire mon taux de résiduel. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais savoir quels sont les sujets d'avenir sur lesquels tu travailles avec ton équipe. Alors aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la RSE. Alors sur la RSE, on a plusieurs sujets. Il y a le sujet de l'étiquetage des produits. Il y a un gros projet aujourd'hui qui est de mettre en place un étiquetage environnemental des produits et de mettre une note sur l'impact carbone de nos produits. Donc nous, on a vraiment une grosse ambition de réduire l'impact carbone de nos produits. On va démarrer un bilan carbone prochainement et on a un objectif de réduire notre empreinte carbone Alors, on s'est donné 50% d'ici 2030. On verra si on y arrivera. Mais en tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est donné. C'est un objectif ambitieux et ça doit
transparaître dans toutes les actions que l'on prend dans l'entreprise sur un peu tous les sujets. Ok, merci Nathalie. Alors maintenant, c'est la fin de l'interview. Je vais te poser quelques questions auxquelles tu me répondras en un mot ou une phrase. Y a-t-il des blogs, livres ou autres où tu vas chercher ton inspiration ? Alors moi, j'ai beaucoup cherché l'inspiration sur LinkedIn parce que j'y retrouve des posts qui sont faits par des personnes qui font le métier que moi ou qui font des métiers différents et souvent des articles ou des références à des livres qui sont intéressantes et j'y passe pas mal de temps pour lire un peu les articles que j'y trouve et ce que postent mes collègues ou anciens collègues voilà. D'accord. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait déjà donné ? Respecter les autres, toujours bien se comporter quelle que soit la situation, parce qu'on est dans un monde où on a toujours la course au résultat, la course à la marge, la course à la performance. Et je pense que l'humain doit être au cœur de toutes nos décisions et de toutes nos actions, et que le respect, l'écoute, la bienveillance sont des qualités qui sont importantes, et que dans le long terme, à la fois pour une entreprise par rapport à ses clients et par rapport à la fidélité de ses clients, mais aussi même personnellement dans la gestion d'une carrière, mais on y gagne toujours et ça se reconnaît et ça permet aussi de continuer à faire son métier dans de bonnes conditions. Très bien. Si des auditeurs veulent te contacter, où peuvent-ils le faire et comment ? Je dirais qu'ils peuvent me contacter sur LinkedIn, puisque j'ai dit que j'étais assez souvent tout à l'heure, donc c'est un bon moyen pour me contacter. Je réponds souvent, je réponds tout le temps, voilà, à tous les contacts que je peux avoir sur LinkedIn. Merci Nathalie, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup à toi, à bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, iTunes, Spotify ou Deezer, vous abonner ou tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce curieux et passionnés comme vous à découvrir le podcast. À bientôt!